Eh bien, amis de la Fab Lab, bonjour. Aujourd'hui, je souhaitais partager une expérience qu'on a vécue chez nous, chez Transcend. L'objectif, je dirais, c'est de partager quelque chose qui n'a pas forcément bien fonctionné afin de ne pas le reproduire. Euh, voilà, donc c'est en plein dans l'esprit de la gouvernance distribuée, d'oser parler aussi de ces erreurs et s'autoriser les erreurs. Alors, peut-être un petit retour sur notre parcours, comment on en est arrivé là. Et je crois que c'est important de prendre quelques instants pour dire d'où on vient. Alors, bon, l'entreprise Transport Public Neuchâtelois, actuellement, nous sommes 560 collaboratrices, collaborateurs. On a 8 sites et environ 17 nationalités et énormément de métiers différents, évidemment. Donc, entre les managers et le personnel de conduite, on a un panel assez large de métiers et d'exigences différents. Le chiffre d'affaires, 107 millions de chiffre d'affaires annuel, 23 millions de voyageurs pour donner un ordre de grandeur et 170 véhicules lourds. Voilà pour ce qu'on fait. Alors, d'où on vient? Eh bien, en 2012, il y a eu la fusion de deux entreprises de transport de taille égale à peu près. Et puis l'objectif, c'était d'augmenter l'efficience de ces entreprises avec des économies d'échelle, avec une nouvelle organisation. Et en mettant tout ça en place, eh bien, on devait atteindre un seuil d'économie. Alors, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Donc, la fusion en 2012. En 2014, on a mis en place, comment on s'est fait certifier ISO. Donc, on a revu complètement le système de processus. On a beaucoup travaillé sur le leadership, donc transformer toute l'organisation qui était patriarcale, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc on a fait une étape importante en 2014. Et puis le constat en 2016, eh bien, on avait 63% de l'encadrement qui n'était pas en poste en 2012. Donc on a eu une très grande rotation au niveau de l'encadrement. Donc, ça s'est fait dans la douceur, hein, donc par discussion et outplacement et tout ça pour que chacun trouve sa place. Et puis, on a aussi diminué le nombre total de cadres d'environ 50% par rapport à l'état initial de 2012. 2017, eh bien, là, on a continué la transformation pour arriver en 2018 sur la transformation, le focus sur la transformation culturelle avec, disons, un constat, c'est qu'on avait des gros problèmes par rapport à la transversalité, par rapport à la prise d'initiative. Et puis, moi, je trouvais qu'au niveau intelligence collective et tout ça, il y avait mieux à faire. Et donc, on a commencé la démarche pour réfléchir à notre nouveau mode d'organisation. Et c'est à partir de 2019 que là, nous avons mis en place les groupes pilotes de gouvernance distribués. Alors, pour cela, on a investi dans la formation, donc 4 jours de formation par an pour les managers, hors formation métier. On a instauré la culture du droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose qui était complètement absent chez nous, hein, donc les gens n'osaient pas dire qu'ils avaient fait faux. Il y avait vraiment une culture très, très fermée par rapport à ça. Donc, on a travaillé aussi là-dessus. Et puis, on a élargi les compétences au niveau de la sphère d'activité. Alors,
On a eu un turnover qui était stabilisé par rapport à ce qu'on avait constaté. Donc là, on avait déjà réussi à transformer un petit peu la structure. On a réussi à simplifier les processus de la chaîne de décision. On a réussi à augmenter la satisfaction des clients, à augmenter l'agilité, diversité des tâches mises en place, qui étaient mises en place par contre au niveau des trains. Et par contre, les constats, eh bien, c'est que l'autonomie à tous les niveaux, bah, c'est une clé de réussite. Par contre, on avait un besoin important de coaching et de suivi, un besoin de transformer l'organisation avec souplesse au niveau de l'objectif temporel. Et puis là, en fin de compte, j'aimerais partager une autre présentation parce que c'est pas celle-là. Euh, sur la conclusion, j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. Je vais Ouais, prends continuer ton temps. là-dessus. Ouais, ouais. C'est que je suis en déplacement avec un ordi portable à distance, donc c'est un petit peu compliqué. Attendez, je vais trouver ça. C'est pas grave. Bon. On va pas perdre de temps là-dessus, c'est pas grave, je me rappelle de la conclusion de d'où je voulais en venir. Donc, nous, on a, dans notre transformation, je dirais que jusqu'à l'année passée, eh bien, on avait une bonne adhésion de la part de nos cadres. Euh, et la mise en place se poursuivait, je dirais, de manière tout à fait acceptable comme on le prévoyait. Et puis petit à petit, on a commencé à remarquer des dysfonctionnements, des dysfonctionnements d'ordre organisationnel, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas prises forcément à la bonne place. Alors, au niveau de la gestion du type de décision, hein, donc c'est très bien, les gens ont pris l'habitude de décider sur le terrain. Mais par contre, on a des décisions qui étaient prises aussi en bas de l'échelle par les collaboratrices, collaborateurs et des décisions qui auraient dû être partagées à d'autres niveaux et puis remonter. Et on a un petit peu analysé ce qui était en train de se passer. Et en fin de compte, on a transformé l'organisation par petits secteurs. Donc, on a des parties de l'entreprise qui fonctionnent encore assez loin de la gouvernance distribuée, et puis deux secteurs de l'entreprise qui fonctionnent, je dirais, déjà avec une organisation qui tend à être organisée par cercle, etc. Et on a un delta assez important entre ces organisations, entre ces domaines de l'entreprise au niveau du fonctionnement. Et puis, ce qu'on s'est aperçu en discutant avec nos cadres, aussi au sein de la direction, c'est que on s'était un petit peu perdu au niveau du sens de notre démarche, perdu au niveau du pourquoi. Et puis, bon, voilà, j'ai un petit peu cherché aussi dans la littérature, essayer de comprendre les différents dysfonctionnements constatés, de quoi ils proviennent et comment on peut corriger ça. Et puis, c'est apparu assez clairement qu'en fin de compte, on s'était occupé de la partie de l'iceberg, celle qu'on voit. Et on a voulu mettre des outils, utiliser les outils parce que ça, c'est visible, c'est plus ou moins facile à mettre en place. Et puis, on a complètement négligé la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas, mais en fin de compte, qui est super importante et qui est très difficile à bouger, à mettre en mouvement. Et
on n'a pas réellement travaillé suffisamment sur nos fondamentaux. Alors, on a travaillé un petit peu sur le sens, sur le pourquoi, etc., mais on n'a pas écrit les choses. On ne les a pas posées, on n'a pas défini les règles de jeu dans les cercles suffisamment. C'est-à-dire que chacun a un petit peu défini sa propre façon de s'organiser dans son groupe. Et il nous manque en fin de compte une colonne vertébrale forte, solide, qui nous permette ben oui, de dire, bah, tiens, là, ça fonctionne pas, ou ça, je dois le faire, je fais comment, qui a la compétence de décider quoi, etc. Donc, l'hygiène de vie, si je peux dire, dans les cercles, eh ben, elle n'a pas été clairement définie et surtout pas au niveau de l'entreprise. Et donc, ben voilà, ce qu'on fait maintenant, c'est un temps mort en disant, OK, on continue de fonctionner comme sur les modes qui sont déjà en activité actuellement. Par contre, eh bien, on reprend les fondamentaux en partant depuis la tête de l'entreprise et puis en co-construisant tout cela ensemble avec les équipes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en séminaire aujourd'hui d'ailleurs pour travailler là-dessus. On va relancer la machine. Mais il est apparu très clairement on a commis une erreur qui, semble-t-il, est assez courante dans la mise en place de ce type d'organisation, qui a été de vouloir aller un petit peu peut-être trop vite et puis d'oublier les fondamentaux. Et ça nous a produit quelques désagréments qu'on connaît. Alors voilà, je tenais simplement à partager ça avec vous parce que on s'en est pas vraiment rendu compte. Il nous semblait qu'on était assez au clair là-dessus. Et puis qu'en fin de compte, on pouvait construire ça en même temps qu'on avançait. Notre but, c'était d'écrire notre manuel Transcène de fonctionnement, notre transénocratie, si on peut dire, peut-être, et de l'écrire au fur et à mesure qu'on avance. Mais voilà, notre expérience, si je devais repartir d'une feuille blanche, ben, c'est de dire non, il faut commencer par ça. Et puis s'occuper des outils après et amener les équipes là, sur ce chemin-là une fois qu'on a déjà réalisé ce travail. C'est un petit peu ce que je retiens de notre expérience et c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Alors voilà, désolé, j'ai deux présentations qui se ressemblent. Pas de problème. C'était pas grave. Mais Non, je pense que l'essentiel a été dit. l'essentiel a été dit. J'ouvre le moment pour les questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a pas, voilà, dans la salle. Je vois il y avait, je crois qu'il y avait Baptiste, mais il a enlevé, donc je ne sais pas si c'était une erreur. Je pense que tu voulais applaudir. Alors, Frédéric, tu as une question. Oui, merci Pascal pour l'échange. Tu parlais du travail que vous avez fait sur le droit à l'erreur et je me demandais si tu étais d'accord de développer un petit peu plus comment est-ce que vous vous y êtes pris pour créer cette culture justement autour du droit à l'erreur. Qu'est-ce que vous avez mis en place de manière spécifique par rapport à ça? Alors, on a commencé déjà depuis 2016, 17, à mettre en place le change management de manière assez centrale chez nous, en formant des change managers par domaine. Donc, on en a vraiment beaucoup dans l'entreprise. Mhm. Et en fait, on est passé par eux. C'est-à-dire qu'on a discuté avec eux de comment on voulait travailler sur ce droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et un peu définir quand même la ligne rouge à ne pas franchir, pas que les gens disent, ouais, bon, j'ai grillé un feu rouge, mais bon, on est dans une entreprise, on a le droit à l'erreur, quoi. Donc, il y a, il y a quand même cette notion-là, et c'est vrai qu'on travaille, justement, je l'ai dit, avec plusieurs domaines de métiers différents. Il y a le droit à l'erreur dans le domaine ferroviaire et pas du tout. On peut pas travailler sur le droit à l'erreur dans le domaine ferroviaire comme on va travailler dans un atelier de mécanique.
Euh, la perception par les collaboratrices, collaborateurs n'est pas la même. Donc, c'est assez étrange pour un formateur de pilote de locomotive lui parler du droit à l'erreur. Donc, il a fallu travailler sur cette notion-là. Qu'est-ce qu'on entend par droit à l'erreur? Et là, on l'a fait ensemble avec les managers en passant par le change management. Et ce qu'on s'est aperçu aussi par rapport à cette question-là, c'est qu'il y a un grand besoin d'implication des cadres et de vraiment se mettre en mode coaching par rapport à ouais, à l'approche de ce droit à l'erreur. Mais voilà, c'est une recette qui a plus ou moins bien marché chez nous. Euh, j'ai, Disons, j'ai pas d'exemple pour le moment à donner où on a l'impression que les gens profitent de ce droit à l'erreur ou l'interprètent mal. Euh, Par contre, on remarque qu'il y a moins d'erreurs qui sont cachées et que dans notre processus d'amélioration continue, ça nous a aidés. Ok, ouais, merci. Super. Il y a Jean-Noël ensuite. Oui, merci Pascal pour le partage. On vit quelque chose de similaire à Caritas Jura. Moi, je suis directeur de Caritas Jura. On avait des groupes d'agilité opérationnelle qui existaient déjà. Et puis, quand on s'est mis en agilité organisationnelle, on a laissé certains groupes continuer un peu leurs expériences, si je peux dire comme ça. On a libéré les structures et on est maintenant dans un temps mort où on dit, OK, on doit structurer les libertés. Mhm. Et donc, ce qui vous arrive, ça me fait du bien de dire, ah oui, alors on n'est pas tout seul. Donc, merci de ce partage. Ma question était, vous êtes accompagné dans ce processus et si vous êtes accompagné par un mandataire externe, est-ce que ils ont repéré ce que tu viens de livrer, qu'en fait, il n'y avait pas eu assez de travail sur les fondamentaux en amont? Oui, alors je dirais on a deux phases et on est dans la deuxième, on commence la deuxième phase. Alors, on a une première phase où on s'est fait accompagner par la personne qui nous a aidé à mettre en place tout le change management et tout ça, et qui est qui avait plutôt une approche généraliste. On a beaucoup travaillé sur le leadership avec lui, mais qui n'était pas forcément spécialisé dans la mise en place de la gouvernance distribuée. Euh, là, on n'a pas identifié ce problème à ce moment-là. Et puis maintenant, on commence la phase 2 avec effectivement un spécialiste de la gouvernance distribuée. Et aujourd'hui, c'est le premier travail au niveau de tout le comité de direction qu'on fait avec lui. Euh, mais par contre, dans les discussions de préparation de cette journée, c'est clair que le doigt a été mis sur ce problème immédiatement, quoi. Et il m'a posé quelques questions et puis il m'a dit, bon, bah, il faut qu'on fasse un diagnostic. J'ai l'impression que ton problème, il se situe vraiment dans les fondamentaux. Et voilà, on arrive au même constat. Donc, oui, la personne qui nous accompagne, elle a aucun doute là-dessus. Ça répond à la question, j'imagine. Oui, merci tout plein. Super. Ensuite, il y a Séverine. Bonjour Pascal et merci pour ton partage. Moi, j'avais une question. Si tu as parlé de formation pour les cadres, enfin pour l'encadrement et de formation, on va dire culturelle. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, la fréquence, la visée, enfin si tu peux nous partager quelques éléments Mhm. là-dessus. Volontiers. Alors, c'est vrai que on avait beaucoup de cadres qui ont des compétences au niveau métier qui sont indiscutables. Et comme dans beaucoup d'organisations, ben, ces cadres-là étaient arrivés au poste de cadre de par leurs compétences métiers, mais pas en raison de leurs compétences managériales. Et on s'est dit, mais c'est dommage de se couper en fin de compte de ces personnes-là qui ont pour la plupart des belles personnalités et la capacité de devenir des vrais managers et d'être
jouer le rôle de people manager après aussi dans la gouvernance distribuée. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va les prendre avec et leur donner, en fin de compte, cette dimension managériale. Donc, je l'ai dit, on a changé à peu près 63% de l'encadrement. Donc, ceux qui restaient, en principe, c'est ceux qui avaient vraiment envie aussi d'être prêts à acquérir de nouvelles compétences et à changer. Et là, on a fait une formation qui était, le titre, c'était si je suis cadre chez Transcend et trois petits points. Et en fin de compte, on a constitué un manuel de quelles sont les attentes qu'on a envers l'encadrement chez Transcend en termes comportemental, en termes justement de culture d'entreprise, enfin, de leadership. Vraiment, on a travaillé sur le leadership. Et là, concrètement, bah, on a fait des groupes de 10, 12, 14 personnes maximum et des formations de 4 jours par année pour ces cadres-là. Euh, voilà, donc ça, on a maintenant, bah, on est arrivé au terme de ces formations sur le leadership, je dirais, de cette manière-là. Et puis, on va réfléchir maintenant dans cette nouvelle phase, quels besoins de formation on a pour les différents niveaux. Et puis là, on va peut-être plus cibler en fonction des besoins, en fonction des domaines d'activité. Ce sera peut-être un petit peu différent au niveau des formations en fonction des secteurs qu'on va former. Ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'en ai une en attendant que d'autres se réveillent. Je vois qu'il y en a d'autres qui se réveillent entre deux, mais je la pose quand même. Quand tu parles tu dis, ah, il manque les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux pour toi? C'est la vision, c'est le pourquoi, c'est les valeurs, c'est quoi en fait pour toi? Alors, dans les fondamentaux qui nous manquent, alors la vision en fait partie, mais ça, c'est OK. On a travaillé là-dessus. Mission, vision, prestation, tout ça, on est au clair sur les valeurs aussi, on est au clair. Ces fondamentaux-là, ils sont OK. Par contre, des fondamentaux dont je parle au niveau du manque, c'est le cadre qu'un cadre peut avoir pour exercer selon le mode de la gouvernance distribuée. Et typiquement, ce qui est ressorti, ben, c'est l'organisation des cercles. Là, ben, c'est un petit peu comme si on disait, ben voilà, je te donne un fusil, tu es devenu un chasseur. Ben non. Le fusil ça c'est un moyen enfin, le chasseur a besoin d'un fusil, etc. Mais enfin, ça s'apprend, etc. Il y a tout un tas d'étapes. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit, ben, il faut constituer les cercles, donc on va vous donner un fusil, puis vous vous débrouillez pour devenir des chasseurs, quoi. Et en fait, non, on doit faire le manuel, comment on devient un bon chasseur. Et c'est ces fondamentaux-là qui nous manquent. Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Il y a Oliver ensuite. Bonjour à tous, Oliver Nahon de Structure Agile. Merci Pascal pour cette présentation, super intéressant. J'avais une question. Donc, tu parlais de mettre en place évidemment une gouvernance distribuée, partagée, et ensuite tu parlais de structurer les libertés. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter une structure en cercle plutôt qu'autre chose? Alors, ce qui nous a poussé à cela, c'est la gestion transverse. Donc, on a fait des tests, par exemple au niveau de la communication. On a fait une demi-journée avec les cadres et puis tout le monde se plaignait, enfin, un peu comme toujours dans toutes les entreprises, hein, c'est un thème qui est récurrent, la communication interne, etc.
Et on a dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Et puis là, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait un tas de personnes qui avaient besoin d'avoir du lien et qui avaient qu'il fallait structurer ce lien, en fin de compte. Ça, c'est un exemple concret où on a dit, ben voilà, on va constituer un cercle communication et on a réfléchi comment on allait le constituer. Donc, on a quelques autres exemples comme ça où pour nous, par rapport à la maturité que l'on a maintenant, par rapport aux attentes des managers et tout, on s'est retrouvé là-dedans, en fin de compte. C'est quelque chose qui nous a inspiré pour nous organiser. Est-ce que ça répond à la question? Super, merci Pascal. Merci. Nathalie? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Pascal, merci pour ce partage, c'est très intéressant. Je trouve très intéressant justement quand il y a un peu des grains de sable parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et puis, je pense qu'on vit tous un peu et on vit tous un peu la même chose. Moi, je sens aussi le niveau d'attention sur les cercles qui se délite un petit peu dans ce qu'on est en train de vivre. Et ma question, elle concerne un peu la motivation du management. Comment a évolué la motivation du management pour la thématique de la gouvernance partagée et comment vous faites pour la maintenir vivante? Parce qu'en fait, comment vous faites pour garder le feu quand ça va pas, quoi? Oui, c'est une excellente question. Ben, on se pose beaucoup de questions tous les jours, en fait. Et j'ai pas forcément une recette, mais je donne un exemple. Ce matin, quand on a fait le tour de table, j'ai un de mes collègues de la direction qui a dit, je suis perdu, j'y crois plus. Et voilà, c'est la réalité. Donc, ben, les six autres personnes autour de la table, on a cherché à comprendre, à discuter avec lui et à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à ce moment, à l'instant T de ce matin, il se sent perdu. Et j'ai l'impression que c'est en fin de compte quelque chose qui est une tâche permanente, en tout cas pour moi, en tant que leader dans ce processus, c'est une tâche permanente que d'essayer d'aligner tous mes collègues, de justement que tout le monde y trouve du sens et puis de se motiver en se disant, ouais, mais il y a tellement d'avantages à ça. C'est normal qu'il y ait des inconvénients, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'on se plante. C'est pas. Je pense qu'un des problèmes avec ce système de management qu'on met en place maintenant, c'est que souvent les gens pensent, ah, c'est la solution miracle. Il n'y aura plus de problème. On va fonctionner avec ce mode-là, c'est génial. Et ben oui, je pense que c'est une réalité et il faut être conscient que c'est compliqué, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas avoir peur de parler de ces inconvénients. Et je pense que là, il y a des personnes qui se découragent parce qu'en se disant, mais finalement, le management d'avant, bah, il n'était pas si mal que ça, quoi. Donc, il y a toujours cet aller-retour. Enfin, moi, je le sens comme ça, cet aller-retour. Et chez nous, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est d'essayer de démontrer, en fin de compte, l'avantage qu'on a. euh, Surtout en termes d'intelligence collective. C'est-à-dire que ce matin, on en discutait avec enfin, la semaine passée, on discutait de ça, on disait, mais écoutez, réfléchissez, le management d'il y a 20 ans en arrière, dans le monde VUCA qu'on a maintenant, c'est impossible de s'en sortir. Les entreprises n'ont aucune chance de pouvoir avancer rapidement et je dirais en prenant les bonnes décisions et en allant vite. Euh, c- Par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ça, c'est un des avantages, je dirais, qui donne du sens à la démarche et puis qui la rend, à mon avis, incontournable. Donc voilà, mais ce que tu vis, Nathalie, je le vis, je veux dire, tous les mois.
Et c'est chacun son tour, hein. Moi, il y a des matins aussi où je me réveille, où je me dis, oh là 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 là, comment je vais m'y prendre avec cette journée et ce défi avec des personnes qui ont plein de doutes, quoi. Merci. Je vous propose de prendre la dernière question quand même si on atteint midi. Ceux qui doivent partir, n'hésitez pas, mais ça te va, Pascal? Oui. Oui, parfait, merci. Mathias? Bonjour, merci, oui, je ferai vite. Bonjour Pascal. Merci pour le partage et le courage. Bravo pour le courage de partager ces difficultés qui, bien sûr, iront décrescendo. Moi, je me pose la question suivante, c'est que on a vu qu'il y avait effectivement une réflexion sur l'efficience, l'efficacité suite à la fusion, et puis qu'on a une décision qui doit aller vers justement cette gouvernance distribuée. Je me demande à l'inverse, quelle est la part de cette initiative qui est plutôt bottom-up, qui est appelée par les différents groupes de l'entreprise, qui est soutenue et qui est souhaitée? Ben, je dirais que le déclenchement où on a dit c'est le moment d'y aller, c'est plutôt venu de l'intérieur de l'entreprise et des cadres intermédiaires, des chefs de projet, des jeunes hein, qui sont arrivés chez nous. Et quand on a commencé de parler, de se remettre en question sur notre type de management, ben c'est eux qui ont un peu poussé à ce que ça se mette en place. Donc, on a eu au niveau du conseil d'administration, au niveau de la direction, une phase jusqu'en 2018-19 disons, où là vraiment on a tiré et inculqué, je dirais, un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en place. Et puis là, le courant s'est un petit peu inversé, où on a, je dirais qu'on a nos managers clairement maintenant qui nous poussent aux fesses, quoi. Et on a allumé le feu. Et par moments, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a le vent qui souffle sur la braise et on n'est pas sûr de contrôler toujours le feu, quoi. C'est un peu l'impression qu'on a. C'est que je pense qu'au niveau de la remise en question, de l'envie de changer les choses, pas toujours consciente, hein, mais cette envie-là, dans l'encadrement intermédiaire, les chefs de projet, toutes ces personnes, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et ça nous pousse. Et maintenant, c'est clairement le courant qui s'est inversé. Hein. Merci. Ça répond à la question, j'imagine, Mathias. Merci beaucoup, bien sûr. Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Pascal, pour ce partage qu'on peut dire vraiment transparent et authentique. Merci pour ça. Tu incarnes dans ce qu'on veut voir dans la fabrique de l'agilité, donc merci vraiment. Et moi, je vous retrouve le 21 mai, sauf erreur, pour le partage de Siposa, pour le même format. Je me réjouis de la suite et puis je vous souhaite une bonne journée. Pascal, si tu peux rester une minute, je veux bien Oui. encore échanger. Volontiers. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Bonne journée. Au revoir, merci.